Bonjour et bienvenue à une nouvelle consultation de Dr Sales. À force de vouloir toujours nous perfectionner en tant que vendeur, on finit par en oublier la raison principale de notre présence, le client. Et la première chose que je fais quand je débarque dans une entreprise, c'est interroger ses responsables et surtout ses commerciaux sur l'existence d'un processus commercial d'entrée de jeu. Et là, en général, j'ai deux assez mauvaises surprises. Première mauvaise surprise, au moins 30% des commerciaux ou des entreprises ne savent pas exactement de quoi je parle quand j'aborde le processus commercial. Et dans ce cas de figure, les commerciaux font un peu leur truc. Ils prospectent dans une sorte de brouillard, chacun dans leur coin, selon leurs préférences. Et puis, ils finissent par revenir et émerger avec de nouveaux clients sur les bras qu'ils amènent à la signature, qu'ils relancent éventuellement ou parfois qu'ils rappellent en cas de retard de paiement. La deuxième mauvaise surprise, c'est que sur les 70% qui peuvent me décrire leur processus de vente structuré, ces étapes depuis la captation d'un lead ou d'un suspect jusqu'à sa fidélisation, et pas juste sa conversion, seule une toute petite poignée, 10% à peine, me font le lien entre ce processus et le parcours d'achat de leurs clients. Or, c'est exactement là que le bas blesse. Nous oublions le client en nous contentant de définir comment nous souhaitons vendre sans prendre en considération comment le client achète et surtout comment est-ce qu'il souhaite acheter. C'est l'idée même que notre processus de vente doit d'une façon ou d'une autre correspondre au processus d'achat du client. Parce que nous ne vendons pas des produits ou des services. En réalité, nous vendons du changement dans la vie de nos clients. Et plus le changement induit est fort, plus nous aurons besoin d'une puissance de persuasion adaptée. Recommander les mêmes rames de papier, renouveler la même licence de logiciel ou acheter dans votre commerce de proximité les mêmes aliments ne demande aucun effort, ne coûte aucun risque et donc ne nécessite en général aucune vente. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas de la vente, ça s'appelle de la distribution. Mais lorsqu'il y a changement, il faut d'abord qu'il y ait désir de changement. L'acte d'achat, que vous le vouliez ou non, repose sur l'existence préalable d'une volonté. Il est difficile d'acheter par inadvertance, de même qu'un acte signé par quelqu'un d'inconscient ou d'irresponsable serait évidemment irrecevable. En termes plus clairs encore, la vente n'existe pas. C'est l'achat qui existe en premier. Ce que nous désignons par vente, c'est en fait la captation, la canalisation et l'accompagnement jusqu'à son aboutissement d'un désir d'achat, lui-même sous-tendu par un besoin de changement. Et vous ne pourrez jamais correctement vendre quelque chose à quelqu'un si vous ne vous intéressez pas aux deux extrêmes de ce trajet, de ce parcours tel qu'il est vécu, non pas par vous en tant que vendeur, mais avant tout par votre client. Pourtant, la majorité des commerciaux et les vendeurs restent coincés à des niveaux de vente qui se conjuguent majoritairement au temps présent et qui coïncident seulement avec leurs propres besoins de vendeurs. Dans son excellent ouvrage « Eat Their Lunch », Anthony Ignarno distingue 4 niveaux de travail d'exploration des vendeurs chez les clients. Le premier niveau, c'est celui du produit et des caractéristiques et des avantages. Les vendeurs parlent de ce qu'ils ont à vendre. Le deuxième niveau envisage les services et expériences vécues par les clients. Le troisième niveau aborde en général le résultat souhaité par le client. Et le quatrième niveau, c'est la prise de conscience du besoin de changement du client. Vous l'aurez sans doute vous-même deviné, mais c'est hélas au premier niveau, c'est le premier niveau qui est le plus utilisé par les vendeurs qui passent leur temps à vanter leurs produits, leur entreprise, etc. Le deuxième niveau est aussi régulièrement fréquenté quand les commerciaux exposent les références, leurs statistiques, la satisfaction de leurs clients actuels et les commentaires élogieux d'autres clients, simplement pour solliciter l'instinct grégaire de leurs prospects. Ils sont moins nombreux à se préoccuper réellement du résultat souhaité par le client parce qu'ils confondent en général ce résultat avec l'achat. Or, un client n'achète pas un produit ou un service. Il désire le produit, certes, mais il désire surtout sa jouissance, son accomplissement. Et seuls les meilleurs vendeurs, les fameux challengers, s'aventurent au quatrième niveau, qui est celui des causes, de l'origine du besoin, de sa prise de conscience par le client. Or, c'est là que se situe le véritable potentiel de création de valeur, car c'est en se connectant à ce qui a initialement créé l'envie, le besoin et la motivation de changer que l'on peut challenger les solutions et les résultats qu'ils visent en proposant d'autres prises de conscience et parfois même d'autres méthodes pour parvenir à ses fins. En synthèse, un bon vendeur navigue entre 3 temps ou 3 points du parcours d'achat du client. D'abord, son point D. Son point D pour douleur, désir et départ. C'est le moment où le client s'est décidé à changer quelque chose, à agir, à faire en général cesser une insatisfaction qu'il subissait ou une douleur qu'il subissait jusque-là. Comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là ou avant ce point crucial va permettre au vendeur de capter toute la réalité de la situation de laquelle le client veut sortir. Ensuite, son point G.
Et même si j'ai choisi cette lettre pour Gaulle ou Go, sa gentille trivialité n'est pas le fruit du hasard puisqu'il s'agira du moment où en aval de l'achat, le client réalisera justement son désir de la plus belle des façons et où, précisément, pardonnez-moi encore cette métaphore, il aura la pleine jouissance de la solution achetée. Un commercial habile n'hésitera pas à faire visiter ce futur possible à son client pour le lui faire décrire, toucher, vivre et pouvoir mettre ensuite tous les moyens en place pour qu'il se réalise concrètement. Et enfin, il y a son point N, pour non-action, ou nightmare si vous préférez. Un futur dans lequel votre client n'aura pas envie de se projeter de lui-même, mais qui est pourtant crucial à évoquer avec lui, puisqu'il recèle les risques et les dangers de son inaction, s'il n'achète pas, ou s'il ne prend pas les mesures nécessaires, ou éventuellement les déceptions qu'il pourrait légitimement rencontrer au cas où ses choix se porteraient sur une solution moins qualitative ou moins adaptée que la vôtre. L'amener à considérer ces futurs possibles lui permettra de motiver des choix plus avisés. Les meilleurs vendeurs sont capables à tout moment d'emprunter ces couloirs du temps qui décloisonnent l'entretien présent et permettent de se coller non pas aux besoins du vendeur de transformer un prospect en client, mais bien en celui du client qui recherche avant tout une solution de transformation, un passage d'une situation à une autre. Paul Cherry, dans son livre « Questions That Sell », observe que dans le top 100 des questions les plus fréquemment utilisées par les vendeurs, 87 sont conjuguées au présent, 10 seulement au futur et à peine 3 petites questions conjuguées au passé. Alors que ce sont dans justement ces deux catégories, futur et passé, que sont l'apanage des meilleurs commerciaux parce que c'est celle-là qu'ils utilisent le plus souvent. C'est vous dire comme votre capacité à faire voyager votre client dans le temps peut rapidement faire toute la différence. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise repose avant tout sur la santé de vos ventes.